Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as regardé la suite de Dune? Non, j'ai pas encore su. C'est déjà disponible. Ouais. On a une plateforme sorcière là. Oui, je sais. Je connais, je suis aussi abonné là-bas, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Tu sais, quand on est entre Netflix, Amazon Prime, donc j'ai terminé d'abord les deux séries là. Amazon, Netflix, là, ils sont has-been. J'ai terminé Fallout. J'ai vraiment apprécié. Non, j'ai pas apprécié. Non, toi, tu n'aimes pas trop la science-fiction. Ouais, il y a trop des êtres, des trucs, des personnages qui n'ont pas de nez. Des poissons qui ont les doigts dans la bouche. Mais ce sont les effets de la radioactivité liés aux explosions qu'il y a eu en début de la série. Bon, donc, voilà. Ah oui, non, j'avais vite compris ça. Voilà. J'avais vite compris. Mais j'ai quand même aimé l'intrigue et bon, je pense qu'elle se termine bien. L'intrigue tourne autour de quoi? L'intrigue tourne autour de, si tu veux, la personnage principale qui est à la recherche de son père. Ah oui. Voilà. Et maintenant, à la fin, on découvre que son père n'est pas celui que l'on pensait qu'il était véritablement. Et donc là, on enclenche... il fait partie des protagonistes. Qui sont même à l'origine de toute l'apocalypse qui a eu lieu 200 ans plus tôt. Mais par contre, ce que je veux comprendre, c'est comment des personnages ont fait pour vivre pendant 200 ans. Parce que quand la série commence, c'est à une date. Et puis, après, il y a le déclenchement de l'apocalypse nucléaire. Et ensuite... on se retrouve 219 ans plus tard. C'est pas les effets de la radioactivité? On n'en sait rien. Même s'ils vivent sous des abris et tout ça, comment ils ont survécu pendant plus de 2 siècles. C'est quand même ça que j'aimerais comprendre un peu. Mais sinon, moi, j'ai pas mal aimé. J'ai trouvé ça pas mal. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où? On va du côté de l'Iran, où cette nuit, il y a eu des explosions, notamment dans la ville d'Ispahan. Alors, c'est intéressant parce que Ispahan, c'est une ville d'à peu près 2 millions d'habitants qui est située au centre de l'Iran et au sud de Téhéran, donc la capitale. Cette ville est assez intéressante pour 2 raisons. D'abord, il y a une raison touristique. C'est une ville historique. Il y a là-bas une très vieille mosquée qui date du XVIIe siècle et qu'on appelle la mosquée du Shah et qui est véritablement un site historique qui est très prisé par des gens qui passent par l'Iran. Mais ça, il faut aussi aimer l'histoire un peu des monuments islamiques. Et donc, la deuxième raison qui est la plus importante, là maintenant sur un point géopolitique, c'est parce que dans la ville d'Ispahan se trouve à environ 43 km de là le site de Natanz. Alors, Natanz, c'est le site d'enrichissement d'uranium iranien. Donc, c'est un site nucléaire extrêmement sensible. Et donc, cette nuit, selon l'IRNA, donc, qui est l'agence de presse officielle iranienne, il y a eu des explosions aux alentours de la ville d'Ispahan, à proximité du site de Natanz. Alors, bien entendu, l'interrogation que tout le monde s'est posée, c'est est-ce que ces explosions-là ont un lien avec Israël? Est-ce que ces explosions-là sont dues à une attaque, notamment une attaque soit de missiles, soit de drones de la part d'Israël? Parce qu'il ne faut pas oublier que il y a à peu près 4-5 jours, Israël avait subi une attaque sans précédent de drones et de missiles iraniens en représailles à une attaque qu'Israël avait portée contre le consulat de Téhéran, le consulat d'Iran au Liban, donc à Beyrouth, au cours duquel il y avait eu 7 morts, dont 2 officiers supérieurs de la garde de l'ordre des gardiens de la révolution iranienne. Et donc, on va un peu d'un cycle de représailles en représailles. Donc, il y a eu d'abord cette attaque le 1er avril de la part de l'armée de Tsahal israélienne contre le consulat d'Iran à Beyrouth. Ensuite, il y a eu une réponse de l'Iran par une attaque massive de drones et de missiles. C'était à 4 jours. Ensuite, bien entendu, Israël avait dit qu'en réponse à cette attaque de l'Iran, elle aussi, elle allait riposter. Maintenant, la question était de savoir, est-ce que les explosions ou les événements qui sont déroulés cette nuit en Iran ont un lien avec ces 2 événements-là? D'autant plus qu'il n'y a pas que l'Iran qui a été attaqué, il y a aussi des sites iraniens, notamment à Beyrouth, non loin de Beyrouth, et aussi en Irak, qui ont été attaqués par on ne sait quoi encore. Pourquoi on dit on ne sait quoi? Parce que jusqu'à présent, ni Israël ni Téhéran n'ont formellement identifié les auteurs de ces explosions-là. Tout au plus, l'IRNA dit qu'il y a eu un déclenchement du système des batteries du système de protection anti-aérien iranien à la suite de la détection d'objets volants non identifiés sur son espace aérien. Et donc,
en représailles, eh ben, l'Iran a immédiatement déclenché son système de défense anti-aérien et a donc abattu ces drones-là. Et donc, les autorités iraniennes estiment qu'il n'y a pas eu de dégâts majeurs et que les sites, notamment le site de Natanz, qui est le site nucléaire iranien extrêmement sensible et très important pour le régime iranien, est indemne. Il n'a subi aucun dégât. Maintenant, pour l'Iran, la deuxième chose qui est quand même assez intéressante, c'est que l'Iran dit qu'après examen, ils estiment que l'attaque n'est pas partie de l'étranger. C'est-à-dire que ces drones n'ont pas décollé d'un pays tiers pour se retrouver en Iran. Et là, ce qui est encore aussi assez intéressant et quand même assez énigmatique, c'est que dans le même temps, eh ben, on a le Washington Post qui a repris aussi par un autre média israélien qu'on appelle le Jérusalem Post, qui est quand même le plus gros quotidien de Jérusalem. Ils affirment que les attaques que l'on a observées, ou du moins les explosions que l'on a observées tout autour de la ville d'Ispahan et à proximité du site de Natanz, sont d'origine militaire. Elles sont la réponse israélienne, notamment à l'attaque que ce pays qu'ils ont subi de drones et de missiles il y a 4 jours. Et donc, pour le Jerusalem Post et le Washington Post, eh ben, cette attaque-là, cette réponse est due à une attaque en réalité des Israéliens. Or, jusqu'à présent, les Israéliens n'ont pas confirmé, mais ils n'ont pas infirmé non plus avoir un lien avec cela. Il faut savoir que le Washington Post base son information sur une source qu'elle aurait obtenue de la part de la Maison-Blanche, qui dit que Joe Biden aurait été informé tôt ce matin de l'imminence de cette attaque, mais n'avait donné ni son feu vert et ni autorisé l'armée américaine ou les États-Unis à intervenir d'une quelconque manière dans cette attaque-là. Et par conséquent, donc, elle estimait que c'était une façon un peu d'enlever la responsabilité de Washington dans cette réponse-là et montrer que Washington n'était pas pour une escalade des tensions, notamment dans la région, étant donné le caractère extrêmement sensible de la zone. Il faut aussi savoir que on est dans le Moyen-Orient, c'est là où se trouvent la plupart des pays producteurs de pétrole, et ça a eu immédiatement un effet, notamment sur le prix du baril de pétrole. Il faut savoir que ce matin, le WTI a bondi de 3,66% à 85 dollars le baril. Le WTI? Le WTI, c'est le pétrole du Moyen-Orient. D'accord? Et il y a eu aussi une augmentation du pétrole du Brent, donc le pétrole de la mer, le pétrole de ce qu'on appelle la mer du Nord, donc la Norvège et tout ça là, qui est un peu le baril de référence en matière de vente de pétrole, qui lui aussi a augmenté d'à peu près un peu moins de 4% à 90 dollars le baril. Alors, maintenant, évidemment, les tensions sont extrêmement vives, même si jusqu'à présent, des deux côtés, que ce soit du côté israélien ou iranien, on observe une espèce de baisse de tension ou un appel à une baisse de tension. Pourquoi? Parce que du côté iranien, ils n'ont pas affirmé que ce soit un pays tiers qui soit à l'origine de cet incident. Parlons d'incident, parce que pour les Iraniens, il n'y a pas eu d'attaque venant de l'extérieur. Tout au plus, ils ont observé qu'il y a des objets volants au-dessus de leur espace aérien et que ces objets volants ont été abattus. Et après examen, ces objets volants ne sont pas venus de l'étranger, donc ils ont décollé du territoire iranien, selon eux. Et pour le Jerusalem Post et pour le Washington Post, évidemment, qui se base sur une source, selon eux, qui provenait de la Maison-Blanche, celle-ci leur aurait dit que en réalité, c'est Israël qui serait à l'origine de cette tentative-là. Alors, ce que l'on peut interpréter par là, c'est que d'un côté, il y a une volonté de la part des deux parties de ne pas en faire plus. Je crois qu'Israël voulait absolument réagir à la suite de l'attaque de drones et de missiles qu'elle a subie et qu'elle voulait une attaque qui ne puisse pas aussi en retour déclencher une nouvelle réaction de la part des autorités iraniennes qui auraient certainement dû renchérir avec un niveau certainement militaire plus élevé, avec une attaque de plus grande envergure que celle que l'on a pu observer il y a 5 jours. Et donc pour éviter cette escalade-là, et tout en voulant montrer à son opinion publique qu'elle est en capacité de répondre à toute menace, à chaque fois qu'Israël se sentira menacé par un pays, en l'occurrence un pays ennemi comme l'Iran, eh ben, Israël répondra. Et donc, il a fallu, de mon point de vue, cette réponse-là militaire est beaucoup plus une réponse proportionnée à une volonté d'afficher plus un message politique que militaire.
À savoir que d'un côté, ils veulent montrer qu'ils ont réagi par rapport à cette attaque, mais tout en ne voulant pas déclencher, si tu veux, une riposte encore, une nouvelle riposte de la part des Iraniens. Donc, en envoyant une attaque, je dirais, entre guillemets, un peu molle. Et donc, parce que rapidement, les drones en question ont été détectés, ils ont été détruits. Il n'y a pas eu de tir de missiles. Donc, ça a montré une certaine volonté de ne pas monter, de ne pas dépasser un certain seuil en termes de puissance, en termes de violence militaire. Et donc là, c'est ce qu'il faut comprendre. Et la réponse aussi iranienne, je pense qu'elle va dans ce sens-là parce que l'Iran n'a absolument aucun intérêt à déclencher une guerre avec Israël parce qu'elle sait que ses capacités ne sont pas les mêmes que celles d'Israël. L'Iran ne va pas bénéficier d'un soutien massif d'un point de vue militaire comme Israël pourrait en bénéficier de la part des Occidentaux, hein, des Américains, des Français et des Britanniques notamment en tête, alors que les Israéliens ne pourront pas, s'ils déclenchent la guerre. Je ne pense pas que la Russie pourrait se mettre du côté de l'Iran pour mettre à sa disposition tout son arsenal militaire, un peu à l'image, comme je l'ai dit, des soutiens militaires que les Occidentaux apportent à Israël. Donc de ce point de vue, l'Iran ne voudrait pas, elle sait qu'elle n'y est pas dans son intérêt de vouloir prolonger, si tu veux, cette situation de tension-là. Et donc, elle veut aussi montrer d'une autre part qu'elle a une capacité de nuisance, en dépit du fait qu'elle n'est peut-être pas le même arsenal ou la même puissance militaire qu'Israël, mais elle garde quand même une capacité de nuisance qui est non négligeable dans la région parce que c'est une puissance régionale. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'elle a voulu aussi calmer le jeu en n'imputant pas la responsabilité de ces explosions-là à Israël et en indiquant clairement que, étant donné qu'elle ignorait l'origine de cette attaque, enfin de ces explosions, puisqu'elle ne parle même pas d'attaque, elle parle d'explosion, eh ben, de ce point de vue-là, il n'y avait donc pas de raison de penser qu'il fallait déclencher encore une nouvelle action en représailles. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre des événements qui se sont déroulés cette nuit à Téhéran. D'un côté, on a Israël qui a voulu répondre et elle a répondu, mais elle a répondu de manière à ce que cela ne puisse pas déclencher une réaction de la part de l'Iran. Et l'Iran aussi, je pense, a laissé faire, étant donné que, l'attaque en question, elle est d'une puissance extrêmement faible. Il n'y a eu que des dégâts mineurs sur son territoire. Ses sites sensibles n'ont pas été atteints. Et donc, de ce point de vue, et d'un point de vue politique et stratégique, elle n'a rien à gagner à jouer la surenchère ou à vouloir déclencher une guerre directe avec Israël. Donc, de ce point de vue-là, l'Iran a très vite estimé qu'il n'y avait donc pas de suite à donner à ces événements de cette nuit. Et donc, il est peu probable, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, sera clôturée cette tension-là entre Israël et l'Iran. Mais ça ne veut pas dire que la hache de guerre est enterrée. Non, ça veut dire que les relations restent extrêmement tendues encore entre ces deux pays. Et Washington essaye de tout mettre en œuvre pour essayer de mettre un peu d'eau dans le feu, pour essayer de faire baisser la tension, parce qu'ils savent que, évidemment, faire entrer l'Iran dans une guerre directe avec Israël, alors qu'il y a aussi la menace du Hamas et la menace du Hezbollah, à savoir dans la bande de Gaza et au nord d'Israël, tout ça ne serait pas de bonne loi et cela ne ferait que fragiliser Joe Biden de deux manières. Vis-à-vis des opinions publiques arabes qui sont déjà vent debout en raison du soutien d'effectifs que les États-Unis apportent à Israël suite à la réponse des attaques du 7 octobre dernier. Et deuxièmement, sur un front intérieur, parce que cela fragiliserait aussi Joe Biden d'un point de vue de ceux qui sont contre cette politique va-t-en-guerre de soutien de Benjamin Netanyahu, qui est considéré comme étant un va-t-en-guerre, et aussi l'opinion musulmane qui est quand même très chère à Joe Biden, parce que je l'ai dit, d'un point de vue électoral, cette communauté-là lui avait permis il y a 4 ans de remporter l'élection présidentielle dans 2 États. Et donc, il faut absolument pour Joe Biden, à la fois pour ces deux raisons-là, essayer de faire baisser la tension dans la région. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. On repart en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.